Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 12 juin 2026 et notre cher ami, le professeur David N. Gibbs, est avec nous. Bienvenue à nouveau, professeur. Merci de m'avoir à nouveau invité, Nima. Laissez-moi commencer par ce qui se passe en ce moment. Ces 2 ou 3 derniers jours, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il y a eu une attaque israélienne. Après qu'il a été annoncé par l'Iran que si Israël attaquait le Liban, il réagirait. Ensuite, Israël a effectivement attaqué le Liban, dans le sud de Beyrouth. C'était une sorte de test, je ne sais pas trop. Ils voulaient assassiner quelqu'un, mais en réalité, ils ont frappé un bâtiment vide, dans le sud de Beyrouth. Après ça, l'Iran a riposté contre Israël dans le nord du pays. Et ensuite, Israël a répondu à cette attaque iranienne, puis il y a eu une nouvelle riposte de l'Iran. Et puis, il y a 2 jours, les États-Unis ont réagi. Donald Trump a déclaré que l'Iran avait touché un de ses hélicoptères Apache dans le détroit d'Ormuz, alors qu'il patrouillait dans la région pour faciliter le passage des pétroliers, ou quelque chose comme ça. L'appareil aurait été frappé par des drones iraniens. Il a dit « Nous devons répondre à ça », et il a attaqué l'Iran. Ensuite, il y a une attaque iranienne contre le Koweït, Bahreïn et la Jordanie. Cette attaque a eu lieu alors qu'une délégation qatari se trouvait en Iran, en train de discuter avec les Iraniens pour tenter de rapprocher les 2 camps, comme l'ont rapporté Fox News et les médias iraniens. Donc, en ce moment, ce qu'on voit, c'est que Donald Trump a annoncé qu'il était en train de conclure une sorte d'accord avec l'Iran. Mais ce n'est pas un accord. C'est un protocole d'accord entre les 2 parties, et l'Iran l'a confirmé. Aujourd'hui, il y a eu pas mal de spéculations, parce que certains médias iraniens ont parlé d'un plan en 14 points proposé par l'Iran. Ils ont dit que ce seraient les principaux éléments de l'accord ou du protocole d'accord. Ensuite, le ministre iranien des Affaires étrangères est intervenu pour dire que tout ça, ce sont des spéculations, que ces médias ne savent pas de quoi ils parlent. Mais, en réalité, on n'a jamais été aussi proche d'un accord sur ce texte, sur ce document, qu'ils appellent un protocole d'accord. Et Donald Trump a même retweeté le message du ministre iranien à ce sujet. Alors aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe en Asie de l'Ouest, au Moyen-Orient et dans le détroit d'Ormuz, quelle est, selon vous, la situation actuelle là-bas? D'après ce que je comprends, l'Iran garde l'avantage dans cette situation. Et je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment beaucoup d'intérêt à conclure un accord, parce qu'on parle ici d'un mémorandum d'entente, comme ils disent toujours, l'accord avant l'accord. Ça ne règle les choses que de manière provisoire, sans trancher définitivement les questions en jeu. Et bien sûr, il y a toujours la possibilité, on pourrait même dire la probabilité, que cet accord soit tout simplement violé, ou qu'Israël le viole et entraîne à nouveau les États-Unis dedans, comme cela s'est déjà produit à plusieurs reprises. Donc, il faut quand même un certain degré de confiance, même entre des pays en guerre, pour parvenir à un accord de paix, quelque chose qui ne soit pas une reddition sans condition, quelque chose d'un peu en deçà. Il faut un minimum de confiance dans le fait que l'autre partie respectera ce à quoi elle s'est engagée. Et l'Iran, vu le passé des États-Unis et d'Israël, n'a vraiment aucune raison de faire confiance à ce qui est dit ou signé. Donc pour moi, il n'est pas évident qu'ils aient un grand intérêt à conclure un accord. Et c'est pour ça que je reste sceptique sur tout ça. Je tiens à le dire, j'aimerais qu'il y ait un accord. J'aimerais qu'on mette fin à la guerre. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles la situation est extrêmement dangereuse. Alors si un accord, même provisoire, est trouvé et que les combats cessent, ce serait déjà une bonne chose. Mais je ne suis pas totalement convaincu que ce soit le scénario le plus probable. Si la guerre se termine, je pense que ce sera sans doute parce que les États-Unis se retireront tout simplement en acceptant ce qui sera, en réalité, une défaite pour eux et une
une humiliation pour Donald Trump. Ou alors, il pourrait y avoir une sorte de faux accord, juste pour sauver les apparences. Mais encore une fois, le problème, c'est que l'Iran a ici l'avantage sur le plan militaire. Il contrôle le détroit d'Ormuz, qui est un point de pression absolument crucial. Certains l'ont même qualifié d'arme nucléaire de l'Iran. Je ne peux pas imaginer que l'Iran renonce à cet atout, qu'il abandonne le contrôle du détroit d'Ormuz. Il devra d'ailleurs le garder pendant un certain temps pour générer suffisamment de fonds et reconstruire le pays après tous les dégâts subis. Et compte tenu de tout cela, les États-Unis devraient accepter que l'Iran garde le contrôle du détroit d'Ormuz. C'est du moins mon impression. Je doute que l'Iran renonce à l'énorme pouvoir que lui donne le contrôle du détroit d'Ormuz. Donc, dans ces conditions, je ne pense pas que Trump en soit encore au point d'accepter une défaite. Et à partir de là, je serais plutôt pessimiste quant à un accord. Mais je peux me tromper, et j'espère sincèrement me tromper. L'un des soutiens de l'Iran, c'est clairement la Chine. Et je pense que la Chine est un pays qui cherche la stabilité. Je crois qu'ils auraient une certaine préférence pour un accord. Ils ont une certaine influence sur l'Iran, même si, à mon avis, ce n'est pas une influence décisive. Donc, on verra bien. Oui, je pense que pour ce qui est du protocole d'accord, s'ils le signent, et soyons optimistes, ils vont le signer. Parce que, d'après ce qu'on entend en ce moment, la dernière nouvelle, c'est que le ministre des Affaires étrangères du Pakistan se rend ce soir à Genève, en Suisse, pour poursuivre les efforts de médiation entre l'Iran et les États-Unis, selon les médias iraniens. Et concernant la position iranienne, il y a plusieurs points qui sont vraiment essentiels pour l'Iran. D'abord, mettre fin à la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban. C'est un point particulièrement important pour l'Iran. À mon avis, quand on regarde les médias iraniens, le ton, l'atmosphère en Iran, il n'y a vraiment aucune raison de penser qu'ils vont reculer sur cette question. À ce stade, ils vont l'exiger et ils vont l'obtenir. À moins que les États-Unis décident de ne pas conclure d'accord, de ne pas aller de l'avant avec ce protocole d'entente, si on peut dire. Mais pendant qu'on parle, Israël est en train d'attaquer le sud du Liban. Les attaques ont lieu en ce moment. C'est pour ça que je ne sais pas comment vous percevez la relation entre l'administration Trump et celle d'Israël. Mais pour Donald Trump, il n'y a rien à faire. Il a déjà montré qu'il était incapable de faire pression sur Israël. Eh bien, les États-Unis ont clairement une option ici. Et ce n'est pas seulement une question d'administration Trump, ni même des présidents précédents. Aucun d'entre eux n'a voulu la prendre. Cette option, ce serait de couper Israël de tout soutien financier, militaire et diplomatique. Les États-Unis apportent à Israël un appui essentiel, sous forme de subventions annuelles. Ils le font depuis le début des années 70. Et c'est un soutien très important pour Israël. Sans cette aide financière américaine, il serait très difficile pour Israël de mener le même niveau d'agression militaire qu'on observe aujourd'hui. En plus, il y a le soutien militaire, avec la fourniture d'armes de haute technologie à Israël, et ainsi de suite. Il y a aussi le soutien diplomatique au Conseil de sécurité de l'ONU, où les États-Unis opposent leur veto aux tentatives de condamner Israël pour sa conduite, et ainsi de suite. Tout cela, les États-Unis l'offrent à Israël. Et ils pourraient tout simplement y mettre fin. Ils pourraient faire deux choses. Premièrement, conditionner cette aide à un meilleur comportement d'Israël, que ce pays cesse son agression au Liban et qu'il respecte les exigences américaines à ce sujet, au lieu de les ignorer comme il l'a fait jusqu'ici. Ou alors, et c'est ce que je préférerais, couper complètement cette aide. Dites à Israël qu'il sera traité comme n'importe quel autre pays au monde,
sans privilèges particuliers, sans aide spéciale, et qu'il devra se débrouiller seul. Si les États-Unis faisaient cela, Israël serait obligé d'adopter un comportement très différent de celui qu'il a aujourd'hui. Il ne pourrait pas mener des attaques militaires d'une telle ampleur sans avoir la plus grande superpuissance du monde derrière lui. Le problème, bien sûr, comme tout le monde le sait, c'est que Israël exerce une forte influence sur le gouvernement et la politique des États-Unis. Vous savez, John Mearsheimer et Stephen Walt ont écrit le célèbre livre Le lobby israélien, qui, à ma connaissance, est tout à fait exact. Je n'ai jamais vu de réfutation crédible des affirmations qui ont été faites il y a 20 ans et elles sont toujours aussi pertinentes aujourd'hui. Par ailleurs, le soutien des États-Unis à Israël repose aussi sur d'autres éléments. Je pense qu'il existe à Washington une idéologie dominante, celle du néoconservatisme, qui part de l'idée que l'Amérique doit devenir plus semblable à Israël. Dans les cercles politiques, surtout parmi les néoconservateurs, Israël est admiré, perçu comme un modèle de ce que l'Amérique devrait être. Et ce lien idéologique donne à Israël beaucoup de prestige à Washington, ainsi qu'une grande influence auprès des élites. C'est ce que montrent les sondages d'opinion depuis des décennies. Ce qui est très intéressant, cependant, c'est que ce soutien s'effrite rapidement. Le soutien du public aux États-Unis est clairement en baisse. Et c'est vrai à la fois dans le Parti démocrate et de plus en plus aussi dans le Parti républicain. Un développement absolument crucial, à mon avis, c'est le recul du soutien à Israël parmi les chrétiens évangéliques. Le christianisme évangélique représente un bloc immense et très influent dans la politique américaine. Et jusqu'ici, ils ont toujours été inébranlables dans leur soutien à Israël pour des raisons bibliques. Israël est perçu comme l'accomplissement d'une prophétie biblique. Et donc, à bien des égards, les évangéliques ont été encore plus fermes dans leur soutien à Israël que les Juifs eux-mêmes. Les Juifs, je pense, sont aujourd'hui beaucoup plus divisés. Mais de plus en plus, on voit les jeunes évangéliques, et ça c'est tout nouveau, s'éloigner de cette position et commencer à voir Israël d'un œil beaucoup plus négatif. Je pense que ce qui se passe est très simple. Ils peuvent regarder YouTube comme tout le monde, et ils voient ce qu'Israël fait à Gaza, ainsi que certaines vidéos très choquantes montrant les conséquences des actions israéliennes à Gaza et ailleurs au Moyen-Orient. Et je crois que tout cela commence à peser sur la conscience des évangéliques, tout comme sur celle du reste du monde. Donc, à mon avis, on assiste à une nouvelle situation aux États-Unis, et il est tout à fait possible que le pays prenne ses distances avec Israël à l'avenir, simplement parce que l'opinion publique pourrait de plus en plus l'exiger. Je pense que c'est le sentiment qu'ont les sionistes aux États-Unis. Parce qu'avec cette nouvelle section 224, en gros, ils veulent fusionner les deux armées, l'armée américaine et l'armée israélienne. Oui, c'est bien ça. C'est un signe qui montre qu'ils se sentent d'une certaine façon menacés par ce qui se passe dans la société américaine. Avant, ils n'avaient pas besoin d'aller aussi loin. Et maintenant, ils veulent formaliser quelque chose parce qu'ils craignent que peut-être à l'avenir, il y ait des changements importants de politique intérieure ou peut-être de politique étrangère vis-à-vis du Moyen-Orient. Oui, je suis d'accord avec ça. Je veux dire, il y a eu des tentatives de la part de soutien d'Israël aux États-Unis pour glisser discrètement dans certaines lois des dispositions visant à fusionner en pratique les complexes militaro-industriels israéliens et américains, notamment au niveau du partage de renseignements et d'autres domaines du même type. L'idée, c'est d'enchevêtrer les deux pays à un point tel qu'il serait presque impossible de les séparer. À mon sens, c'est un signe de faiblesse et de peur, exactement comme vous l'avez dit. Et puis, il y a autre chose, un niveau de répression qui augmente,
avec un recours incroyable à la censure du débat ouvert sur Israël, y compris sur les campus universitaires américains. C'est la pire situation que j'ai jamais vue dans toute ma carrière. Vraiment. Le niveau d'intimidation autour de toute discussion ouverte sur ce sujet est incroyable. Le semestre dernier, j'ai donné un cours sur la politique étrangère des États-Unis. J'ai prévenu les étudiants à l'avance. Nous ne parlerons pas d'Israël et de la Palestine, parce que c'est trop tendu et que les risques sont trop élevés. Donc j'ai simplement retiré ce sujet du programme. Et les étudiants ont hoché la tête, comme s'ils comprenaient parfaitement ce que je voulais dire. Mais encore une fois, je ne vois pas ça comme un signe de force à long terme. Pour moi, c'est plutôt un signe de désespoir de la part du lobby pro-israélien, qui en est réduit à utiliser ce genre de mesures extrêmes. Oui. Quand on regarde la façon dont Donald Trump a agi, je dirais que son administration a été utilisée dans la guerre au Moyen-Orient parce que les Israéliens demandaient depuis longtemps aux États-Unis d'entrer dans ce conflit. Benjamin Netanyahou voulait cette guerre depuis très longtemps et il a fini par l'obtenir avec l'administration Trump. C'est ce que John Kerry a expliqué. Il a dit que Benjamin Netanyahou, à chaque fois qu'il venait aux États-Unis, demandait « Allons-y, attaquons l'Iran ». L'administration Obama, l'administration Bush, puis l'administration Biden. Il a demandé à chaque président des États-Unis, mais au final, c'est sous l'administration Trump qu'il a obtenu ce qu'il voulait. À mon avis, c'est parce que la structure de l'administration Trump l'a rendu possible. Beaucoup de gens étaient très proches des Israéliens, en particulier Benjamin Netanyahou lui-même. Ça a été un facteur déterminant dans la décision de soutenir cette guerre. Mais que peut encore faire les États-Unis pour Israël? Je pense qu'on a atteint le maximum de ce que les États-Unis pouvaient faire pour Israël. Ça pourrait bien être, pour ainsi dire, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Cet événement pourrait changer en profondeur l'attitude de l'Amérique envers Israël. Il pourrait aussi marquer la fin de l'hégémonie américaine. Encore une fois, une défaite des États-Unis dans le Golfe Persique, et je pense que c'est presque inévitable, à ce que je peux en juger, porterait un coup si dur à cette hégémonie qu'il serait très difficile pour le pays de s'en remettre. Et sur le plan intérieur, oui, il serait très difficile d'expliquer au public comment Israël nous a entraînés dans une guerre que nous avons perdue, à un coût énorme pour l'économie. Donc je pense que tout cela pourrait entraîner des changements fondamentaux, aussi bien dans la politique américaine que dans la politique internationale. À court terme, la situation risque d'être très mauvaise. On aura très probablement, presque à coup sûr, un ralentissement économique d'une forme ou d'une autre. La vraie question, c'est de savoir à quel point ce ralentissement sera grave, surtout qu'on voit poindre la possibilité d'un phénomène El Niño dans le Pacifique Sud, avec des effets possibles sur les récoltes, par exemple. Donc oui, à court terme, ce sera très mauvais, mais à plus long terme, je serais plutôt optimiste. Optimiste sur la possibilité que l'Israël fasse preuve de retenue et que les États-Unis en fassent autant. Je pense que le public américain est prêt pour un changement dans la politique étrangère des États-Unis. Le public, à mon avis, commence à se lasser de la guerre permanente. Et là encore, c'est vrai dans les deux parties. Oui, les deux parties soutiennent d'une certaine manière l'agenda israélien. Mais David, quand on parle de cet agenda, regardons le Moyen-Orient aujourd'hui. Israël, en gros, je dirais qu'on dit qu'il occupe la partie sud du Liban. Mais cette occupation, c'est en quelque sorte un piège quand on voit ce qui se passe en ce moment avec le Liban et le Hezbollah, et la manière dont le Hezbollah riposte. On peut se poser une question toute simple. Pourquoi Israël a-t-il besoin d'attaquer un endroit comme Dahiya, qui est une zone très peuplée? 500, 600 000 personnes vivent là-bas.
Ils ont annoncé une sorte d'évacuation. Vous devez quitter vos maisons, on va tout raser, tout détruire. Pourquoi ont-ils besoin de faire ça? À cause de la manière dont le Hezbollah les attaque, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU a expliqué que l'utilisation de drones FPV, de roquettes et les embuscades qui se multiplient dans le sud du Liban, ils n'ont pas de solution à ça. Surtout pour les drones FPV, parce qu'ils frappent les chars Merkava, ils touchent les batteries de défense aérienne, ils atteignent des soldats israéliens. Et c'est trop difficile pour les systèmes de défense aérienne de détecter ces drones FPV. Alors, si vous ne pouvez pas vous battre sur le champ de bataille, si vous ne pouvez pas combattre au sol, il faut faire autre chose. C'est pour ça qu'il faut frapper Beyrouth. Et c'est là qu'intervient le rôle de l'Iran. Les Iraniens disent, si vous attaquez là-bas, nous, on va attaquer. On va raser le nord d'Israël. Vous devez évacuer. C'est une situation totalement désespérée. So porken stiezeth ook vermogen en is cities in de sergehel stowet spemnolis stowed. Je dois dire que selon moi, Israël suit une politique qui me paraît irrationnelle. Il n'y a aucune chance qu'Israël sorte gagnant en déclenchant une guerre avec l'Iran. On pourrait penser qu'ils auraient tiré les leçons de ce qui s'est passé en juin, et on pourrait croire que tout cela était prévisible. Eh bien, pas complètement. L'Iran est bien mieux préparé à la guerre, je pense, que ce que tout le monde imaginait. Ils se sont préparés de manière remarquable, il faut le reconnaître. Et d'ailleurs, c'est aussi une source de force pour eux, parce qu'il y a cette image classique de David contre Goliath. Et là, très clairement, l'Iran, c'est David. Et il y a une tendance humaine naturelle à sympathiser avec David. Et quand David porte un coup, même les gens qui n'aiment pas le régime iranien, et moi non plus, je ne l'aime pas, doivent quand même reconnaître qu'il faut être impressionné par le fait qu'ils aient réussi à résister à Israël et aux États-Unis à ce point-là. C'est aussi vrai pour le Hezbollah, qui est la ligne de défense avancée de l'Iran au Liban, et c'est pour ça qu'Israël s'en prend au Hezbollah. Je ne comprends pas vraiment pourquoi ils bombardent Beyrouth. Je ne suis pas sûr de ce qu'ils avaient en tête. Je soupçonne qu'il y a une histoire derrière tout ça qu'on ne connaît pas encore. Le sud du Liban, c'est plus clair. Ils veulent détruire le Hezbollah. Je devrais ajouter que l'image du Grand Israël inclut aussi le Liban, au sud du fleuve Litanie. C'est une idée qu'on retrouve chez les ultranationalistes israéliens qui semblent avoir aujourd'hui une grande influence sur la politique du pays. Le sud du Liban a toujours fait partie de leur programme, de leur champ de vision. Donc, à ce niveau-là, c'est assez facile à comprendre. Et bien sûr, vouloir se débarrasser du Hezbollah, c'est aussi facile à expliquer. Il s'agit d'éliminer un allié potentiel de l'Iran. Le problème, c'est que comme pour l'Iran, le Hezbollah est bien plus redoutable que ce que les Israéliens avaient imaginé. Et ils auraient dû s'en douter, puisqu'ils ont déjà fait la guerre au Hezbollah en 2006, et qu'Israël a dû se retirer dans ce qui a été en réalité une défaite militaire. Le Hezbollah est mieux armé et mieux organisé que les Israéliens ne l'avaient compris en 2006. On pourrait penser qu'il y a 20 ans, ils auraient tiré les leçons de cette expérience. Mais visiblement, ce n'est pas le cas. C'est incroyable, cette extraordinaire prise de risque de Netanyahou et sa volonté d'assumer ce qui semble être des paris vraiment téméraires, des risques qui clairement tournent très mal pour Israël en ce moment. Je ne vois pas vraiment quelle issue Israël peut avoir ici. Comme vous l'avez dit, des soldats israéliens sont tués au Liban en plus grand nombre que prévu. Et vous savez, l'Iran et le Hezbollah utilisent de façon très efficace les missiles et les drones. Et à ma connaissance, Israël n'a pas de bonne réponse à cela. Et ils vont sortir de tout ça très affaiblis. Israël en sortira affaibli, c'est certain, à la fois sur le plan diplomatique et sur le plan militaire.
Il y a en Israël une tendance à être trop sûr de soi. Je repense à la guerre de 1973, quand Israël a été pris par surprise et a failli être vaincu. À l'époque, un général israélien avait essayé d'expliquer pourquoi le pays n'était pas prêt. Il avait dit quelque chose comme « On pensait qu'on se battait seulement contre des Arabes, pas contre des Allemands. Contre des Allemands, on se serait inquiété, mais contre des Arabes, pas vraiment. » Eh bien, vous voyez, il y a cette tendance en Israël à surestimer ses propres capacités et à sous-estimer celles de ses adversaires. Et c'est exactement ce qu'on voit se produire en ce moment au Liban. Je pense que, si on regarde ce qui s'est passé en Syrie, vous vous souvenez de la chute de Bachar el-Assad en Syrie. À l'époque, on disait que c'était une énorme victoire pour Israël, que ça allait tout changer. Mais avec le temps, l'ennemi à ce moment-là, c'était l'Iran. Aujourd'hui, l'ennemi d'Israël, ce n'est plus seulement l'Iran, c'est aussi la Turquie. Ils veulent provoquer un affrontement avec la Turquie. À mon avis, quand on parle des Israéliens en ce moment, ils disent « nous combattons l'Iran ». Et l'étape suivante, ce sera la Turquie, avec le Pakistan. La guerre est en train de s'étendre. Ces gens-là étendent la guerre, ils ne la réduisent pas. Il n'y a aucun signe de repli dans leur attitude. Ils s'en moquent complètement. C'est pour ça que je pense que cette section 224 va être une politique désastreuse pour les États-Unis, parce que ces gens vont continuer à étendre cette guerre, encore et encore. Eh bien, la législation dont vous parlez est inquiétante. Je vous l'accorde, elle est vraiment inquiétante. Je suis très surpris de voir à quel point Israël semble avoir besoin d'être dans un état de guerre permanent. C'est pas bon pour leur économie. Je veux dire, il y a un vrai problème de fuite des cerveaux en Israël. Le pays est très fier d'avoir un secteur technologique très développé. C'est la Startup Nation. Ils en sont très fiers. Et ils ont réussi dans Pursuancy. Leur niveau de vie est élevé, soutenu en partie par les États-Unis, mais aussi grâce à leur propre initiative. Il y a énormément de talent en Israël. Ce talent s'en va. L'une des activités les plus répandues en Israël aujourd'hui, c'est d'obtenir un deuxième passeport. Les Juifs d'origine allemande ou polonaise, même lointaine, peuvent en général obtenir un passeport de ces pays, ce qui leur donne aussi le droit de travailler là-bas. D'autres Israéliens réussissent à obtenir des passeports canadiens ou américains, et ils sont très nombreux à le faire. Beaucoup sortent leur passeport et partent, tout simplement. Et ils partent pour de bon. Et qui part? Ce sont les personnes les plus talentueuses. Ça ne peut pas être bon pour l'avenir d'Israël. Alors je ne vois pas en quoi cette guerre aide Israël. Il y a aussi un général israélien qui a déclaré que les forces de défense israéliennes étaient à bout. Elles ont connu trop de déploiements, trop de rappels de réservistes, et les soldats sont épuisés. On pourrait penser que Netanyahou tiendrait compte de ces faits, au lieu d'être sans cesse avide de nouvelles guerres. Mais il semble qu'il y ait en Israël une sorte de dynamique politique qui réclame toujours un nouveau conflit. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'ils souffrent du même mal que les États-Unis, qui paraissent eux aussi avoir soif de guerre. En réalité, les deux pays les plus agressifs au monde sont Israël et les États-Unis. Ce n'est pas un hasard s'ils sont alliés. Le problème pour Israël et pour Netanyahou aujourd'hui, c'est qu'avant l'attaque iranienne, les objectifs des États-Unis et d'Israël se recoupaient plus ou moins. Mais maintenant, c'est complètement différent. Parce que comme l'a dit un responsable américain à Axios, pour Donald Trump, la question est politique. Sa survie est politique. S'il veut rester en vie, politiquement parlant, sur la scène américaine, il doit sortir de cette guerre. Pour Israël, pour Benjamin Netanyahou, c'est l'inverse. Il doit continuer cette guerre. Sans cette guerre, il sera écarté du pouvoir.
Et on sait que ceux qui sont contre lui d'ailleurs n'ont pas forcément une vision différente sur Gaza ou sur le Liban. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est le faire tomber. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui ces deux dirigeants avec des objectifs totalement opposés. Donald Trump veut se retirer, tandis que Netanyahou veut rester dans le combat. Netanyahou, clairement, n'a pas envie de rester dans ce combat. Et vous savez, il y a eu des spéculations, je pense, selon lesquelles, s'il perd cette guerre, il serait écarté de son poste de Premier ministre, puis jugé. Il ne veut évidemment pas que ça arrive. Donc il a un intérêt personnel dans tout ça. Je pense qu'on surestime peut-être un peu son influence, dans la mesure où il a un gouvernement derrière lui, avec des gens encore plus radicaux. Ben Gvir et Smotrich, le ministre des Finances et le ministre de la Sécurité nationale, semblent même plus agressifs que Netanyahou. Donc ce n'est pas seulement Netanyahou, loin de là. Je crois qu'il y a, dans la politique israélienne actuelle, une part d'irrationalité que je ne comprends pas complètement, il faut le dire. Quant à Trump, il est clair qu'il jouait avec le feu en s'impliquant dans cette guerre. Et il s'est retrouvé dans une guerre dont il ne peut plus sortir, parce qu'il s'attendait très clairement à une capitulation rapide. D'après ce qu'on sait de la décision d'entrer en guerre, les services de renseignement israéliens, enfin, il a rencontré non seulement Netanyahou, mais aussi le chef du Mossad. Et visiblement, la personnalité de Netanyahou, ce côté dur, impressionne Trump. Netanyahou, c'est un peu l'archétype du dur à cuire, et Trump aime ça. Quant au chef du Mossad, le Mossad, disons, a cette aura, cette espèce de mystique. Je ne sais pas si elle est vraiment méritée, mais selon la légende, c'est le meilleur service de renseignement du monde. Et ils ont dit, on a un plan pour décapiter la direction. Si on élimine la direction, tout le régime s'effondrera comme un château de cartes. Exactement comme au Venezuela. Vous allez avoir une victoire éclatante à votre actif, pour un coût presque nul. Maintenant, les conseillers américains, le général Kane, le chef d'état-major interarmé, avaient déconseillé la guerre. Mais de toute évidence, il a suivi les recommandations des Israéliens, parce qu'ils ont, comme tout le monde le sait, un bilan impeccable, du moins selon la mythologie. Et je dois dire aussi que le manque d'expérience de Trump joue un rôle ici. Il n'a aucune véritable expérience en politique étrangère, il ne sait pas ce qu'il fait. Il est conseillé par des gens dont beaucoup, eux non plus, ne savent pas ce qu'ils font. Avec Koff et Kushner, on parle de magnat de l'immobilier, et ils semblent être ses principaux conseillers en politique étrangère. Donc, à mon avis, il s'est lancé dans une guerre en pensant que ce serait facile. Mais une fois engagé, c'est devenu un bourbier classique. Il ne peut plus en sortir. Parce que s'il se retire simplement de la guerre, l'Iran sera bien plus puissant qu'avant, du moins sur le plan militaire. Il contrôlera probablement le détroit d'Ormuz pendant longtemps. Et Trump sera humilié. Les États-Unis seront humiliés. Trump passerait pour un président désastreux. Il le sait. Et je pense que c'est justement ce qu'il essaie d'éviter ici. Mais il n'a aucune issue. Trump n'a aucune issue, sauf en gros capituler. Quelle que soit la manière dont cette guerre se termine, que ce soit maintenant, ce que j'espère, ou plus tard, elle se terminera sur des conditions qui favoriseront l'Iran, parce que l'Iran a l'avantage dans cette situation. Et je soupçonne que l'Iran va exploiter cet avantage et exiger des choses qui seront très embarrassantes pour Trump à accepter. Mais au final, il devra les accepter, parce qu'il n'aura pas le choix. Comment voyez-vous l'équilibre dans la région, dans le Golfe Persique, avec les pays du CCG? Vous vous souvenez, ils voulaient normaliser. On a eu les accords d'Abraham, bien sûr, puis la normalisation des relations avec Israël. Cette période est terminée. Et aujourd'hui, le seul pays du CCG qui reste proche d'Israël, c'est les Émirats arabes unis. Les autres, comme l'Arabie saoudite ou le Qatar, sont un peu entre les deux. Ils ne savent pas trop quelle position adopter.
Le Qatar, je pense, a choisi d'avoir une certaine forme d'entente avec l'Iran. Mais l'Arabie saoudite, pour l'instant, on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe. En tout cas, ils ne sont plus aussi proches d'Israël qu'avant. Pourquoi les Émirats arabes unis? Je n'ai pas vraiment d'explication. Pourquoi sont-ils les seuls à résister jusqu'à présent? Qu'est-ce qu'ils voient dans leur intérêt à maintenir une relation avec Israël en ce moment? Ça me paraît vraiment étrange. Je n'ai pas de bonne réponse à ça. Je me demande, Nima, est-ce que toi, tu as une idée là-dessus? D'après ce que je comprends, les Émirats arabes unis, donc le pays qu'on appelle les Émirats, n'existaient pas à l'époque de l'Empire britannique. C'était une partie du désert d'Oman. Oman, d'ailleurs, est assez proche du gouvernement iranien, mais aussi du gouvernement américain. Ils entretiennent de bonnes relations avec les Américains et les Iraniens, mais ils ne sont pas aussi proches des Israéliens. Dans cette région, les Émirats veulent se positionner à l'opposé d'Oman. En même temps, ils se voient en rivalité avec l'Arabie saoudite parce qu'ils se sont affrontés au Yémen. L'Arabie saoudite, d'une certaine manière, s'est rapprochée de la position iranienne au Yémen et aussi en Somalie. En fait, ils se retrouvent à s'opposer à l'Arabie saoudite un peu partout dans le monde. Donc, ils ont voulu montrer clairement qu'ils allaient suivre une voie différente. Ils ne vont pas faire partie des pays du CCG dirigés par l'Arabie saoudite. Ils veulent avoir leur propre position, leurs frontières et tout le reste. D'après ce que je comprends de leur position, c'est ça. Et je n'ai pas d'autre explication. Il y a tellement de choses. Parce que je ne vois pas la façon dont l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz. Regardez, les 2 ports des Émirats arabes unis qu'ils utilisaient pour exporter du pétrole, l'Iran vient de les fermer. Et ils ne vont plus pouvoir exporter de pétrole. C'est ça leur problème. Mais ils ne veulent pas l'admettre. Ils veulent être différents dans la région. Ils veulent qu'on les voie comme différents des autres. C'est tout l'enjeu, à mon avis, de leur côté. Et je ne vois aucune autre raison à cela. Vous savez, ils jouent avec le feu. Et la raison pour laquelle ils jouent avec le feu, c'est que si cette guerre s'intensifie, et si Trump fait quelque chose de fou, comme il l'a déjà menacé de le faire, par exemple, détruire une grande partie des infrastructures énergétiques de l'Iran, eh bien, l'Iran pourrait riposter en détruisant les usines de dessalement aux Émirats arabes unis. Et ça, ce serait catastrophique pour les Émirats. On pourrait penser qu'ils seraient beaucoup plus inquiets face à cette possibilité. Franchement, leur politique ne semble pas très rationnelle, vu de leur point de vue, de continuer à entretenir une relation positive avec Israël dans de telles circonstances. La fragilité, comme vous l'avez mentionné, avec les usines de dessalement, c'est qu'en Iran, la dépendance au dessalement est d'à peine 2%. Ils n'en ont pas vraiment besoin. Alors que ces autres pays, eux, en dépendent à plus de 70, 80, voire 90%. Mais jusqu'à présent, même après la dernière attaque américaine et israélienne contre l'Iran, où ils ont touché quelques réservoirs d'eau sur certaines îles iraniennes, l'Iran n'a jamais attaqué d'usine de dessalement. Et cela s'est lié à une dimension religieuse, à une forme de principe chiite auquel le gouvernement iranien reste très attaché. C'est pour ça que ça ne s'est jamais produit jusqu'ici. En revanche, sur la stratégie iranienne, je pense qu'avec le détroit d'Ormuz, l'Iran reste fermement positionné. Leur objectif, David, c'est de créer une nouvelle structure de sécurité pour la région. Et ça ne veut pas dire qu'on cherche à faire pression ou à avoir une position dominante face à d'autres pays. Ce qu'on veut, c'est établir une forme de partenariat. Leur vision, c'est un partenariat entre l'Iran et d'autres États, si c'est possible, d'après ce que je comprends. Je pense que c'est tout l'enjeu. Ils ne vont pas utiliser le détroit d'Ormuz comme un moyen de pression sur l'économie, juste pour dire « c'est moi le plus fort dans la région ».
Ce que l'Iran voit dans le détroit d'Ormuz, c'est qu'avant, les États-Unis, avec toutes leurs bases dans les pays du CCG, s'en servaient déjà. Et l'Iran leur disait depuis de très nombreuses années. Si on remonte 30 ans en arrière, on voit ce que disait le guide suprême iranien, l'ancien guide suprême. Que signifient vraiment ces bases dans vos pays? Ces bases ne sont pas là pour vous protéger. Elles vont être utilisées pour nous attaquer et pour défendre Israël. Après plus de 30 ans, on voit que la même chose se reproduit dans ces pays. Je ne sais pas s'ils vont le comprendre. Parce qu'on sait que l'Arabie saoudite, avec l'agenda de MBS, le prince héritier, veut une région pacifique, une région prospère. C'est le moment, à mon avis, où ils peuvent agir. Et ce mouvement devrait venir des pays du CCG. Comment voyez-vous l'état d'esprit de ces pays après ou pendant cette guerre? Eh bien, je dirais que la Chine a été, à mon avis, une force de stabilité. Je pense que la Chine, contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, cherche avant tout la stabilité. C'est clairement son objectif. Je ne crois pas à l'idée qu'elle veuille devenir une puissance militaire mondiale. Franchement, je ne vois pas de preuves en ce sens, ou alors très peu. Dans le Golfe Persique, je pense que ce qu'ils veulent, c'est un Golfe Persique stable. Et ils utilisent leur influence, qu'ils ont évidemment là-bas comme ailleurs, pour essayer de favoriser la stabilisation de la région. On sait d'ailleurs qu'ils ont parrainé une réconciliation, au moins temporaire, entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Et je pense que cela traduit un désir d'avoir un Golfe Persique non militarisé. Mais je crois que l'un des défis auxquels le monde va devoir faire face, c'est que l'Iran va probablement garder le contrôle du détroit d'Ormuz pendant une longue période. Et ils vont mettre en place ce que certains appellent un péage dans le Golfe Persique. À mon avis, l'un de leurs objectifs, c'est de générer des fonds pour reconstruire leur pays après 2 guerres. Vous savez, ils vont affirmer qu'ils ont droit à des réparations de la part des États-Unis et d'Israël. Et on peut tout à fait défendre cette idée, je dirais, mais ils n'obtiendront pas de réparation. C'est selon moi impossible. Donc, à défaut de réparation, ils peuvent trouver des ressources grâce au trafic maritime dans le Golfe Persique. À mon avis, ils vont continuer dans cette direction pendant un bon moment, probablement plusieurs années, pour mettre concrètement en œuvre cette idée. Et je pense que le monde va devoir s'y faire. L'Iran aura ce type d'influence. Mais encore une fois, si les États-Unis et Israël ne voulaient pas que cela arrive, ils n'auraient jamais dû attaquer l'Iran. Il faut le dire clairement, et c'est souvent oublié. Cette attaque était d'une illégalité flagrante. On peut même parler de criminalité. Ce que les États-Unis et Israël ont fait, c'est une violation manifeste de la Charte des Nations Unies, un traité que les États-Unis ont pourtant signé. C'est donc un acte criminel au regard du droit international. Et on l'oublie souvent, mais la Constitution des États-Unis contient une clause qui dit que les traités sont la loi suprême du pays. Si on lit la Constitution, c'est très clair. Les traités ont valeur de loi nationale, au même titre que le droit américain. Donc cette attaque contre l'Iran constituait aussi une violation du droit américain. Ce qui est frappant, c'est à quel point le monde est devenu complaisant face à l'agression militaire des États-Unis, au point de ne même plus remarquer l'illégalité de ce qui s'est passé. Et cela enfreint à la fois le droit américain et le droit international. Je pense que si Donald Trump a décidé de parler avec les Iraniens, c'est parce qu'il n'a pas réussi à provoquer un changement de régime. C'était, à mon avis, je ne sais pas, quelle est votre compréhension de l'objectif principal de cette attaque israélo-américaine? Pour moi, c'était clairement le changement de régime. Oui, et comme il n'a pas pu y parvenir, il a en quelque sorte épuisé toutes les options possibles pendant la guerre.
Il a attaqué la production d'armes, mais il n'a pas pu atteindre ces villes souterraines. Il y a d'ailleurs un article du Financial Times qui montre que plus de 40 fois, les forces israéliennes et américaines ont attaqué une ville souterraine à Yazd, dans l'est de l'Iran. Mais ils n'ont pas réussi à le frapper d'une manière qui puisse vraiment le détruire. Alors, jusqu'au dernier moment, avant l'annonce du cessez-le-feu, l'Iran attaquait les États-Unis, les pays du Golfe et Israël depuis cette base. En gros, ils en sont arrivés à la conclusion qu'ils ne pouvaient pas la détruire. Du coup, ils se sont tournés vers les ponts, les hôpitaux et les écoles. Et puis, à mon avis, il a essayé de convaincre la Russie de l'aider. Ensuite, il est allé en Chine. Au moment du sommet, il était en Chine. Il voulait littéralement que la Chine ouvre le détroit d'Ormuz. Et vous vous souvenez, il suppliait les Européens de se joindre au combat dans le détroit d'Ormuz, de faire quelque chose à ce sujet. Oui. Eh bien, c'est une forme de désespoir, en quelque sorte. Du point de vue de la Chine et de la Russie, je suis sûr qu'ils sont très impressionnés par les capacités militaires de l'Iran, comme tout le monde d'ailleurs. Ils se sont montrés bien plus performants que ce que j'imaginais, et sans doute bien plus que ce que quiconque attendait, y compris à Pékin et à Moscou. L'Iran a prouvé qu'il était un allié solide, un allié de valeur pour la Chine et la Russie. Et je ne vois pas quelle raison ils auraient de souhaiter une défaite de l'Iran. Comme je l'ai dit, ces deux pays, et surtout la Chine, ont intérêt à ce que la guerre se termine un jour et qu'une certaine stabilité revienne. Mais une défaite de l'Iran, ça, ni la Chine ni la Russie ne la soutiendront. Et probablement, ils ne la toléreront pas. À mon avis, si l'Iran commençait à manquer de missiles, ce que je ne pense pas être le cas pour l'instant, eh bien s'ils en manquaient vraiment, je pense que l'Iran en obtiendrait de remplacement auprès de la Chine et de la Russie. Parce que franchement, je ne crois pas que ces pays veuillent que l'Iran perde cette guerre. Et donc, Trump, à mon sens, devait être désespéré, vraiment très désespéré, pour essayer de faire pression sur ces pays alors qu'il n'y avait aucune chance qu'ils acceptent. Quant aux Européens, que pouvaient-ils faire? Ils auraient pu envoyer quelques navires, mais leur marine est bien plus petite que celle des États-Unis. Et si la marine américaine n'était pas capable d'ouvrir le détroit d'Ormuz, comment les Européens auraient-ils pu aider? Donc, il n'y avait pas, à mon avis, de stratégie vraiment réfléchie derrière tout ça. Et les Européens n'avaient aucune raison de s'impliquer dans une guerre à laquelle ils ne pouvaient de toute façon rien apporter. Militairement, ils n'avaient absolument aucun intérêt à le faire. Ils pouvaient aussi être attaqués. C'était cette possibilité-là. Ils pouvaient être attaqués par les Iraniens. Donc je pense encore une fois que ce qu'on voit ici, c'est un président américain très désespéré, qui s'accroche à des possibilités lointaines parce qu'il ne voit aucune autre option. L'option qu'il devra finir par accepter, comme je l'ai déjà dit, c'est de reconnaître la défaite et de se retirer. La question c'est, est-ce qu'il en est déjà là? À mon avis, probablement pas. Le moment viendra où il y sera. L'économie mondiale va lui mettre une telle pression qu'à un certain point, il n'aura plus le choix. Et je pense que ce moment approche, mais il est possible que le niveau de pression économique ne soit pas encore suffisant pour que Trump accepte de se retirer. Encore une fois, je peux me tromper, et peut-être qu'on est sur le point de voir la fin de la guerre. Mais honnêtement, je n'y mettrai pas ma main à couper. Oui, je pense que vu d'Iran, on ne sait pas vraiment quel est l'état d'esprit des décideurs là-bas. Mais à partir de leurs actions, de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, on peut comprendre que leur priorité, c'est la région. Parce qu'en gros, avec le nouveau plan dont ils parlent, il s'agit de Gaza, de la Palestine, du Liban. Et ils veulent agir face à l'invasion israélienne de ces populations, les Libanais, les Palestiniens.
Qu'est-ce qu'ils disent à propos de Gaza? D'accord, je sais pour le Liban, mais qu'est-ce que les Iraniens disent de Gaza en ce moment? Vous avez dit que, dans les décisions finales qu'ils vont prendre, si un accord est trouvé avec les États-Unis, Israël devra arrêter d'attaquer les Gazaouis. Dans un plan à plus long terme, avec d'autres pays, ils veulent qu'Israël se retire de Gaza. C'est le plan qu'ils présentent. C'est leur logique, leur état d'esprit, du côté iranien. En réalité, ils se concentrent surtout sur la région, les pays du Golfe, les bases américaines dans ces pays, et sur ce qui se passe au Liban, à Gaza, en Syrie, qui est aussi très important pour l'Iran. On sait que le gouvernement Assad est parti et que le nouveau n'est pas encore en place. L'Iran n'est pas favorable à ce gouvernement, mais il ne veut pas non plus de chaos, ni pour l'Iran, ni pour la Syrie. C'est la ligne politique de l'Iran. Mais en sortant de ce sujet, vous avez évoqué le cas de la Chine. La Chine voit les choses dans leur ensemble, parce qu'elle est loin du conflit. Elle observe ce qui en découle, en le mettant en perspective avec ce qui s'est passé au Venezuela. Les États-Unis, eux, cherchent essentiellement à contrôler, à dominer d'une certaine manière le marché de l'énergie. C'est pour ça, c'est la principale raison au Venezuela. Beaucoup de gens disent que c'était aussi la vraie raison de l'attaque contre l'Iran. Imaginez un instant s'ils avaient réussi à contrôler le détroit d'Ormuz. Qu'est-ce que ça aurait donné? Ce serait énorme pour la Chine, à mon avis. Regardez le détroit d'Ormuz, son importance. Ce n'est pas seulement le pétrole et le gaz, mais aussi les engrais, l'hélium, tout. Même Internet. Donc la Chine, à mon sens, vous l'avez dit, soutient parce qu'elle n'a pas le choix. La Chine voit très bien ce qui se passe au Venezuela. Et le Venezuela fournissait du pétrole à la Chine. C'est fini. Il ne se passe plus rien là-bas. Donc, si on retire l'Iran de l'équation, si on enlève le contrôle du détroit d'Ormuz, c'est une énorme perte pour la Chine. Pour la Russie, c'est différent. Elle regarde vers le Caucase du Sud. Elle voit ce qui se passe en Arménie, en Azerbaïdjan. Elle voit comment ces mouvements venus de Syrie vers l'Asie centrale peuvent déstabiliser la Russie, en Tchétchénie, au Daghestan. Ces mouvements musulmans, radicaux, salafistes, wahhabites, que la Russie a combattus pendant plus de 10 ans pour stabiliser la situation dans le pays, entre 2000 et 2010. C'est une perte énorme, à la fois pour la Russie et pour la Chine. C'est pour ça, à mon avis, que la Chine et la Russie soutiennent toutes les deux l'Iran dans cette guerre. Je pense qu'avec la Russie, l'une de leurs hypothèses serait sans doute que si les États-Unis parvenaient à exercer un certain contrôle sur l'Iran, ils pourraient s'en servir comme base pour infiltrer un soutien dans les régions musulmanes du sud de la Russie, le Daghestan par exemple, afin de déstabiliser le pays. Ce serait leur crainte. Et on peut comprendre que dans ces circonstances, ce soit quelque chose qui les inquiète beaucoup. Il existe une relation de longue date entre l'Iran et la Russie. Comme tout le monde le sait, le drone iranien Shahed a été largement utilisé par les Russes en Ukraine. Et ils ont développé leur propre drone, le Geran, dérivé du Shahed. Donc je pense que, en tenant compte de tout ça, le Venezuela était perçu, disons, comme un allié de second plan. L'Iran, lui, est d'une importance majeure et il est beaucoup plus proche. La Russie et la Chine ne pouvaient pas faire grand-chose pour le Venezuela, en partie à cause de la distance. Mais avec l'Iran, c'est une autre histoire. Je ne pense pas que la Chine ou la Russie laisseront l'Iran perdre cette guerre. Et d'ailleurs, c'est peu probable, parce qu'à mon avis, l'Iran se débrouille très bien avec ses missiles. Mais encore une fois, ils réapprovisionneront l'Iran si celui-ci a besoin d'être réapprovisionné, si c'est nécessaire. Je n'ai aucun doute là-dessus. Lors de sa visite en Chine, Donald Trump a essayé de remplacer l'Iran par les États-Unis, avec de l'énergie américaine,
en disant « Vous pouvez vous passer de l'Iran, je vais vous fournir du pétrole ». Mais la Chine ne veut pas être dépendante en matière d'énergie, parce que c'est un enjeu crucial, directement lié à sa sécurité nationale. C'est pour ça qu'elle refuse toute dépendance. Elle a diversifié ses sources d'importation de pétrole et de gaz. Et si elle l'a fait, c'est justement pour ne pas dépendre de l'Iran ou de la Russie. Elle a donc d'une certaine manière diversifié tout son secteur énergétique. Et ce qui se profile, en tenant compte du rôle des États-Unis dans cet accord, je pense qu'il n'y a aucune chance qu'ils acceptent que les États-Unis participent ou qu'ils les laissent entrer dans cette zone pour leur fournir de l'énergie. Parce que ça pourrait leur poser un problème si à un moment donné, les États-Unis décidaient de dire « Non, on ne va pas vous en envoyer ». Parce que selon moi, ce dont les États-Unis parlaient avec la Chine, ce n'était pas du pétrole ou du gaz américain. En réalité, ils parlaient du pétrole vénézuélien, parce que le pétrole du Venezuela est entre les mains de l'administration Trump. C'est elle qui vend le pétrole du Venezuela, pas le gouvernement vénézuélien. Eh bien, il ne fait aucun doute que l'une des raisons pour lesquelles les États-Unis ont décidé d'intervenir au Venezuela, c'était pour prendre le contrôle direct de leur pétrole. Ce qu'ils ont en fait réussi à faire. Et ils veulent faire la même chose avec l'Iran, mais avec beaucoup moins de succès, visiblement. L'Iran est évidemment un pays bien plus redoutable que le Venezuela. Je pense que ce qui s'est passé au Venezuela, c'est que Trump est devenu trop sûr de lui. Il est intervenu, c'était facile, ça n'a presque rien coûté, et il s'est dit, si on peut le faire au Venezuela, je suis sur une bonne lancée et je vais décrocher un autre succès en Iran. Ce sera exactement la même chose avec l'Iran. Et c'est très clair, l'Iran était extrêmement bien préparé pour cette guerre, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan politique. Ils ont plusieurs niveaux de direction, prêts à prendre le relais dès qu'un niveau précédent est éliminé. Ils s'y étaient préparés. Ils étaient prêts à ça. Ça semble faire partie de leur mode de fonctionnement de base. Et le résultat, c'est un désastre pour les États-Unis. Un désastre, en réalité, pour le monde entier. Tout ça est tellement inutile. Cette guerre entière était tellement inutile. Mais vous savez, le monde a été entraîné dedans, qu'on le veuille ou non. Pensez-vous que Donald Trump va tirer des leçons de ce qui s'est passé au cours des 3 derniers mois? Parce que quand on regarde la guerre en Ukraine et ce qui se passe au Moyen-Orient, la dernière fois qu'on en a parlé, vous vous souvenez, tout tournait autour de l'Ukraine. Aujourd'hui, c'est toujours l'Ukraine, mais aussi l'Asie de l'Ouest. Alors, est-ce que vous voyez Donald Trump capable de sortir du chaos qu'il a lui-même créé en Asie de l'Ouest pour se concentrer un peu sur l'Ukraine? Ou bien va-t-il laisser ces deux problèmes, celui de l'Ukraine et celui du Moyen-Orient de l'Asie de l'Ouest, au prochain président? Je pense que ce que Trump essaie de faire, c'est de prendre ses distances avec le conflit en Ukraine. Les États-Unis, eux, restent impliqués. À ma connaissance, on fournit encore aux Ukrainiens des renseignements pour le ciblage. Les États-Unis livrent aussi certaines armes, en partie financées par les Européens. Mais je ne crois pas qu'ils aient encore beaucoup d'armes à donner. Nos stocks ont été tellement réduits. Globalement, je pense qu'il essaie de confier la question ukrainienne aux Européens et de s'en désengager, au moins en partie. Ce qui est frappant dans tout ça, c'est que Trump s'est présenté à la présidentielle en 2016, puis à nouveau en 2024, comme un président anti-guerre. C'est le président qui ne voulait pas de guerre permanente. Il ne voulait pas de guerre sans fin. Il a critiqué les démocrates, à juste titre, en disant qu'ils étaient le parti de la guerre, rempli de faucons. Et c'était vrai. Et lui, il ne voulait pas être comme ça.
Beaucoup de gens ont voté pour lui parce qu'il paraissait moins belliqueux que les démocrates. Inutile de dire qu'il est largement revenu sur cette promesse. Il en a surpris beaucoup, je pense. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il devienne à ce point un faucon. Je dois ajouter qu'il y a eu un changement. Pendant son premier mandat, il a fait beaucoup de choses très violentes, mais il n'a pas déclenché de nouvelles guerres. Il est presque, pas tout à fait, mais presque, le premier président depuis 1945, pendant son premier mandat, à ne pas avoir déclenché de nouvelles guerres. Gerald Ford, qui n'a été en fonction que 2 ans et demi, n'en a pas déclenché non plus, mais c'est un cas particulier. Donc, dans une certaine mesure, c'était un président moins porté sur la guerre pendant son premier mandat. Son deuxième mandat, évidemment, c'est tout autre chose. Il a complètement changé. Et ce qui explique ce changement, honnêtement, je ne le comprends pas très bien pour l'instant. Pourquoi est-il devenu ce super faucon, ce président hyper belliciste, alors qu'il ne l'était pas du tout au début? Je n'ai pas vraiment de bonne réponse à ça. Enfin si, j'en ai une. Je continue, ou tu veux intervenir? Allez-y, allez-y. Je pense que ce qui est important, c'est que souvenez-vous, au début de l'administration Trump, il y avait Tulsi Gabbard. On pensait que J.D. Vance était complètement différent. Regardez la façon dont J.D. Vance se comporte aujourd'hui. Au départ, ils étaient tous contre la guerre. Tulsi Gabbard était totalement opposée à la guerre. Vous vous souvenez de sa position avant qu'elle ne rejoigne l'administration Trump. Et finalement, elle a quitté cette administration. Je ne sais pas qui la dirige vraiment. D'après ce que je comprends, l'administration Trump est totalement dominée par les sionistes. Eh bien, dans une certaine mesure, ça en fait partie. Mais je dirais qu'ils ont toujours été largement dominés par les sionistes. Je ne suis pas sûr que ce fait de base ait vraiment beaucoup changé. Si je devais deviner, voilà comment je le comprends. Après avoir remporté son second mandat, Trump ne voulait pas seulement être un président réélu. Il voulait être un grand président, un de ceux dont on se souvient, comme Abraham Lincoln ou Franklin Delano Roosevelt. Et d'abord, il voulait le prix Nobel de la paix. Il se sentait en droit de l'obtenir. On ne le lui a pas donné. Il a alors écrit une lettre assez remarquable à l'ambassadeur de Norvège aux États-Unis pour dire qu'il était très en colère. Les Norvégiens, bien sûr, sont ceux qui décernent le prix Nobel de la paix. Et les Norvégiens ne lui ont pas donné le prix Nobel de la paix. Il voulait être un président de la paix. Mais maintenant qu'il ne l'a pas eu, peut-être qu'il se dit qu'il vaut mieux être un président de guerre à la place. Eh bien, c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui. Je pense qu'il a regardé les présidents du passé et qu'il s'est demandé qui étaient les grands présidents. C'était ceux qui avaient gagné des guerres. Lincoln, par exemple. Roosevelt aussi. Tous les deux ont remporté des guerres. Alors il se dit, ce que je dois faire, c'est mener et gagner une guerre. Et si je peux mener une grande guerre, la gagner et obtenir une victoire, je passerai à la postérité comme eux en tant que grand président. Je pense que c'est comme ça qu'il voyait les choses. Il pensait en termes grandioses. Il a tendance à penser en termes grandioses. Ça, on le sait bien à son sujet. Donc, oui, je crois que c'est comme ça qu'il a abordé la situation. Les Israéliens l'ont rassuré. Ils lui ont promis que ce serait une victoire facile pour lui, que ça lui permettrait de devenir un grand président victorieux de la guerre. Et les Israéliens savent toujours de quoi ils parlent. Ils ne se trompent jamais. J'imagine que c'est comme ça qu'il l'a perçu. Et au final, ils ont réussi à l'entraîner dans une guerre qui va saper toute sa présidence, tout son gouvernement, parce que c'est bien ce qui va en découler. Je pense que Netanyahou l'a convaincu que si tu fais tomber le gouvernement iranien, si tu transformes l'Iran en allié des États-Unis, ou même en marionnette des États-Unis, ce serait énorme.
On se souviendrait de toi dans l'histoire des États-Unis pour toujours. Certes, Le résultat, c'est tout le contraire. On se souviendra de lui comme du président américain le plus vaincu au Moyen-Orient. je suis d'accord. Je veux dire, ça pourrait être une défaite historique. On a déjà connu des défaites en Irak et en Afghanistan. En réalité, c'en était. Et bien sûr, il y a eu le Vietnam. Mais là, c'est différent. Parce que je pense que ça pourrait bien être un tournant, un moment où les gens diront « Voilà, c'est la fin de l'hégémonie américaine ». Et Trump sera peut-être retenu comme le président qui y a mis fin, dans les conditions les plus humiliantes, de la manière la plus humiliante. Ce sera peut-être ça, son héritage. C'est peut-être là qu'il va. Et très probablement, je pense que c'est bien là qu'il se dirige. Oui, merci beaucoup David d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. C'était un plaisir pour moi aussi. À très bientôt. Au revoir. Bye bye.